Il est 8h32 sur RMC et BFM TV. Bonjour François Villeroy de Galhau. Bonjour, merci d'avoir choisi RMC et BFM TV ce matin pour nous donner les perspectives économiques pour la France. Vous êtes le gouverneur de la Banque de France. Vous avez publié hier soir les perspectives, comme on dit, les perspectives pour la France. Croissance, chômage, inflation, salaire, taux d'intérêt, évidemment. Vous allez tout nous dire ce matin. Il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles. Je vais commencer par les mauvaises, parce que tant qu'à faire, autant attaquer direct. Côté mauvaises nouvelles, la croissance, elle sera moins bonne que celle que nous prédit le gouvernement. Je dirais que la croissance, c'est une nouvelle mêlée, parce qu'en 2023, c'est mieux que ce qu'on attendait. Et nous avons remonté la prévision de croissance sur 2023 à 0,9. Pour l'année prochaine, c'est vrai, notre prévision est plus prudente. Il se trouve que c'est le même chiffre de 0,9. Si je regarde, Apolline de Malherbe, un peu en perspective, puisque nous employons ce mot, il y a 18 mois, l'économie française, comme toute l'Europe, a subi un choc très négatif, c'est l'invasion russe de l'Ukraine. Alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Et c'est ça que nous essayons de dire. Au fond, je dirais que l'économie française a fait la moitié du chemin, c'est-à-dire qu'on a échappé au scénario noir. Vous vous souvenez, il y a quelques mois, ce qu'on craignait... C'était même carrément la récession. Voilà, ce que l'Allemagne connaît exactement, en ce moment. C'était la récession. Et puis, c'était une inflation qui s'installait, dont on n'arrivait pas à sortir. Alors, on appelait ça la stagflation, etc. Nous n'aurons pas ce scénario noir. L'inflation commence à diminuer, on va en reparler. Mais nous n'avons fait que cette moitié du chemin. Ce qui reste à faire, c'est de ramener l'inflation vers 2%, qui est notre objectif. Et dans notre prévision, nous allons le faire d'ici 2025. Ça, c'est très important pour les Français. Et puis, il faut que la croissance progressivement reprenne. Alors, on va revenir justement sur l'inflation. On a l'impression, effectivement, en regardant le début de vos prévisions, et vous allez nous expliquer comment on y arrive, qu'on a peut-être fait le plus dur du côté de l'inflation. Mais je reste un instant sur cette histoire de croissance, parce que j'aimerais comprendre pourquoi il y a un tel décalage entre ce que nous dit Bercy, qui nous dit « mais non, vous inquiétez pas, Bruno Le Maire nous promet 1,4% de croissance », et vous qui dites « bah non, il faut être plus prudent, c'est sans doute plutôt 0,9 ». Qu'est-ce qui fait qu'il y a cet écart ? Ils sont trop optimistes ? C'est de la méthode Coué ? Alors, cet écart, il est assez traditionnel, honnêtement. J'en profite pour dire que les prévisions de la Banque de France, nous les faisons de façon indépendante du gouvernement, de tout intérêt privé, à partir de notre expertise. Si je regarde les années précédentes, il y avait aussi un écart. Donc, au fur et à mesure, et si on regarde les années précédentes, on se rend compte que c'est souvent vous qui avez plus raison qu'eux. Je vais être honnête, Apolline de Malherbe, ça dépend des années. Et puis, on ne fait pas un espèce de concours de prévision. Non, ce n'est pas une question de concours. Voilà. On va expliquer les choses aux Français. Voilà, c'est pas une question de concours. C'est que ce chiffre-là, et pourquoi il est très important, et pourquoi je m'y attache un instant, c'est que c'est à partir de ce chiffre-là que tous les calculs du gouvernement sont faits. Dans quelques jours maintenant, ils vont présenter le budget. Et le budget de la France, il est calculé avec un chiffre, une matrice, 1,4% de croissance. S'il est faux, si la vérité elle est plus proche de ce que vous dites, c'est-à-dire 0,9, c'est-à-dire que tous les chiffres qui en découlent, c'est-à-dire que tout le budget du gouvernement est faux. Oui, alors on verra au fur et à mesure, il peut y avoir d'autres éléments qui changent dans l'autre sens, mais peut-être expliquer pourquoi notre prévision est un peu différente, parce qu'au fond, c'est les moteurs qui sont derrière ces chiffres, les moteurs de la croissance qui comptent. Ce qui s'est passé en 2023 et qui fait que l'économie française a fait mieux que prévu, c'est que notamment nos exportations ont été très dynamiques. Des avions, des paquebots venus de Saint-Nazaire, etc. Et donc, 0,9, c'est nettement plus que ce qu'on attendait. En 2024, nous pensons que le moteur sera plutôt intérieur, c'est-à-dire la consommation des Français, de nous tous, qui va reprendre parce que les salaires vont progresser un peu plus vite que l'inflation et le pouvoir d'achat s'améliore progressivement. Et donc, nous pensons en sens inverse que les phénomènes un peu exceptionnels d'exportation ne vont pas se reproduire. Donc il se trouve que c'est le même chiffre, mais c'est pas le même moteur. J'insiste un peu là-dessus. Et le moteur, le moteur de la consommation, il est peut-être un peu plus solide parce que c'est un moteur intérieur qui dépend de nous. Mais vous demandez au gouvernement, je vous cite, plus d'engagement et de crédibilité. Je reviens à ma question. Ça veut dire quand même que dans les 1,4% prévus par le gouvernement, c'est pas uniquement parce qu'ils n'ont pas les mêmes outils que vous, c'est peut-être aussi que ça les arrange. Non, le plus d'engagement et de crédibilité que j'ai employé il y a quelques jours, c'était par rapport au passé. Ce qui s'est passé, tout gouvernement confondu, malheureusement, depuis des années et des années, c'est que la France a un peu de mal à tenir ses engagements pluriannuels de finances publiques. De ce point de vue-là, on verra comment se passe le budget 2024, mais il y a peut-être deux premiers signes positifs à regarder de près.
Premier, c'est que les objectifs de déficit sont maintenus par rapport à ce qui a été annoncé, devrait être tenu. Et le deuxième, même si c'est pas facile, y compris pour les Français, c'est qu'on supprime progressivement ces fameuses mesures de subvention à l'énergie qu'on avait dû mettre en place face au choc Ukraine. Alors, c'est difficile, regardez la hausse des prix de l'électricité au 1er août, mais je crois que c'est nécessaire parce que ça coûtait très cher et qu'on ne peut pas encourager la consommation d'énergie alors qu'on veut faire la transition écologique. Donc vous êtes en train de nous dire que quand Bruno Le Maire dit « le quoi qu'il en coûte, c'est fini », il a raison. Sur les subventions à l'énergie, je crois que ça va dans le bon sens. François Villeroy de Galhau, il y a beaucoup de choses que je voudrais qu'on voit ensemble parce que ceux qui nous écoutent, ils ont beaucoup de questions. Ils ont des questions au moment où ils font leurs courses. Ils ont des questions pour certains. S'ils ont peut-être espéré pouvoir acheter un logement, est-ce qu'il est encore temps de faire un emprunt ou non? On va revenir sur les taux, mais d'abord sur l'inflation. Vous disiez à l'instant que peut-être le pire était derrière nous. Qu'est-ce que vous prévoyez? Est-ce qu'on peut se dire que les prix vont cesser de monter? Est-ce qu'on peut même se dire qu'un jour ils vont redescendre? Alors, sur l'inflation, on a passé le point haut. Le point haut, il faut se rappeler, c'était au début de cette année. C'était d'ailleurs ce que nous avions annoncé, qu'on passerait le point haut à ce moment-là. C'était autour de 7% d'inflation en France. Aujourd'hui, on est revenu autour de 5%. Alors 5%, c'est encore beaucoup trop. Et comme je l'ai dit, notre prévision, et c'est même plus qu'une prévision, c'est un engagement que je redis ce matin, c'est que nous allons ramener l'inflation vers 2%, qui est notre objectif, d'ici 2025. Alors après, c'est une moyenne que je viens de citer, et je crois que vous avez raison, nous ressentons tous comme consommateurs des inflations qui sont différentes. À l'intérieur de ces 5%, ce qui augmente encore le plus, c'est l'alimentation. On est à peu près à 11% d'augmentation. C'est un petit peu moins qu'il y a quelques mois, mais il faut évidemment que ça décélère et ça devrait décélérer assez vite. Il y a l'énergie. Alors l'énergie, ça augmentait énormément l'année dernière. Vous vous souvenez que le prix du pétrole très élevé. On a encore une augmentation assez forte avec 6%. Et puis tout le reste, dont on parle moins souvent. Tout le reste, c'est nos consommations de services, dont les loyers, l'hôtellerie-restauration, les transports, ou bien les biens que nous achetons, y compris les voitures électroménagers. Tout le reste, ça fait quand même les 2/3 de notre consommation. Ça augmente autour de 3%. Donc vous voyez, il y a des inflations très différentes. Et évidemment, ceux qui nous écoutent, ils ne se retrouvent peut-être pas dans la moyenne à 5%. Mais in fine, c'est ça qui compte pour le pouvoir d'achat. 2 points et 2 fils que je voudrais tirer dans ce que vous venez de dire. L'un sur la question de la consommation et l'autre sur la question de ce qui est pour vous non pas seulement une prévision, mais un engagement. Sur la consommation, vous avez dit précédemment que vous imaginiez que la croissance allait continuer finalement à monter parce que les Français allaient se remettre à consommer. Est-ce que ça veut dire que la déconsommation que disait par exemple un Alexandre Bompard, patron de Carrefour, que disaient aussi d'autres distributeurs, cette déconsommation, est-ce qu'elle est derrière nous? Est-ce que ça n'était qu'un épisode ponctuel? Je crois qu'il faut toujours être prudent dans la période incertaine où nous vivons. Mais ce que nous voyons aujourd'hui dans nos prévisions, c'est que la consommation cette année, elle serait stable. Croissance zéro, ça correspond au fait qu'il n'y a pas ce moteur intérieur. Que par contre, elle repartira. Alors, le croissance zéro ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des arbitrages de la part des consommateurs. Il semble, vous citiez des distributeurs, il semble par exemple qu'il y ait moins de consommation de produits alimentaires de marque. Donc déconsommation de l'alimentation. Voilà, oui, alors on se reporte vers les marques blanches, etc. Et en sens inverse, il y a peut-être plus de consommation de services, de transport, les trains sont pleins, etc. À voir, mais ça c'est les choix de chacun. Mais au final, ça remet à peu près la balle au centre. Au final, consommation stable. L'année prochaine, on prévoit une croissance de 0,8%, presque 1% de la consommation. Et pour une raison assez simple, c'est que l'année prochaine, ça c'est une bonne nouvelle, les salaires devraient croître plus vite que l'inflation. C'est pas que les salaires augmentent plus vite, c'est que l'inflation décélère. Donc les courbes, si vous voulez, des salaires et d'inflation sont en train de se croiser. Et au milieu de salaire et inflation, quand on croise les courbes, c'est la question du pouvoir d'achat. Absolument. Ça, c'est la bonne nouvelle de vos prévisions. Je vais y revenir dans un instant. Pour vous, le pouvoir d'achat va légèrement augmenter pour les Français. Je reviens quand même sur un mot parce que je ne peux pas le laisser passer. Vous dites, ce n'est pas une prévision que je fais sur la question de l'inflation, c'est un engagement. Est-ce que vous pouvez nous dire ce matin, c'est un engagement parce que c'est moi qui tiens les manettes? Moi, gouverneur de la Banque de France, Christine Lagarde, gouverneur de la BCE, de la Banque Centrale Européenne. Et votre seule et unique boussole, c'est la baisse de l'inflation. C'est exactement cela, Apolline de Malherbe. L'inflation, c'est une maladie.
hein. Quelquefois, je dis les 2% d'inflation, c'est la bonne température de l'économie, comme les 37 degrés, c'est la bonne température du corps. Et ça veut dire que les taux, c'est le Doliprane. En gros, oui, disons. Je vous laisse l'image, mais moi, je ne veux pas faire de la publicité pour un médicament en particulier, mais les taux... On en a manqué, mais on en retrouve. Donc. Les taux, c'est le remède. Ce remède est en train d'être efficace. Alors, il faut dire les choses précisément, clairement. Les taux ne peuvent rien changer au prix de l'essence ou au prix du blé. Ça, c'est des prix mondiaux et ils ont commencé à se retourner. Mais les taux, ils peuvent quelque chose sur l'essentiel des prix. C'est 2/3 de notre consommation dont je parlais tout à l'heure, les services, les biens. Et là, le remède commence à fonctionner. Après, c'est comme un médicament. Il faut être assez patient, assez tenace dans le fait de prendre le remède. Donc, nous avons porté les taux de la Banque Centrale Européenne, ce qu'on appelle les taux directeurs, à 4%. Nous allons, vu d'aujourd'hui, il peut y avoir des chocs, etc. Ça, nous réagirons s'il y a des surprises. Mais vu d'aujourd'hui, nous allons maintenir suffisamment longtemps ces taux à 4%. C'est un remède efficace. Alors, c'est un remède efficace, mais qui a des effets secondaires indésirables, si je peux filer la métaphore, François Villeroy-de-Galhau, et notamment le fait que le monde du bâtiment, du logement sont quasiment à l'arrêt et qu'il y a un certain nombre de Français qui nous écoutent, qui peut-être à un moment espéraient pouvoir prétendre à l'achat de leur appartement, de leur maison, et qui se retrouvent complètement bloqués. La banque ferme les portes devant eux. Allez-vous les rouvrir ? Alors, c'est évidemment une question très importante et une préoccupation de beaucoup de Français. D'abord, il faut rappeler que quand il n'y avait pas assez d'inflation, parce qu'on était menacé de la maladie inverse, si on garde cette image, qui est d'avoir un corps un peu anémié, une économie faiblarde, et à l'époque, les taux étaient extrêmement bas. Ça, c'est ce que nous avons fait jusqu'à 2021, et on a vu des taux de crédit immobilier entre 1 et 1,5%, ce qu'on n'avait jamais vu. Et les Français, à ce moment-là, ont pris des crédits immobiliers massivement, et c'est très logique. Aujourd'hui, les taux du crédit immobilier sont revenus entre 4 et 5%, ce qui est à peu près les niveaux qu'on avait avant 2015, avant cette période de taux d'intérêt très bas. Maintenant, il n'y a pas de raison que les Français ne puissent pas avoir de crédit immobilier. Là, il faut être clair, les banques continuent à faire crédit, et nous serons très attentifs, avec Bruno Le Maire, à ce que les banques continuent à faire crédit. Il faut que la production de crédit immobilier se stabilise et puis qu'elle reparte. Je crois qu'il y a 2 conditions pour ça, si vous me permettez d'être un peu précis là-dessus. Ça veut dire que vous allez mettre la pression sur les banques pour qu'elles prennent alors, il y a la première condition, elle ne dépend pas des banques. Il y a la demande des Français. Parce qu'il y a un certain nombre de nos concitoyens qui attendent pour réaliser leur projet immobilier. On peut tout à fait les comprendre. Et c'est chaque Français qui choisit quand il réalise son projet. C'est pas évidemment moi qui vais dire c'est maintenant qu'il faut réaliser ces projets. Donc il y a eu beaucoup de projets immobiliers, plus que d'habitude, réalisés il y a 2 ans, avec ces taux très favorables. Aujourd'hui, il y a pas mal de Français qui attendent que les prix de l'immobilier se stabilisent ou baissent, et ça devrait se passer. Alors la deuxième condition, c'est que les banques continuent à faire crédit. Je crois qu'elles le font. D'ailleurs, la production de crédit immobilier en France a moins baissé qu'en Allemagne, en Italie, en Espagne. Mais il faut que toutes les mesures que nous avons prises avec le ministre pour favoriser cette offre de crédit, je ne peux peut-être pas rentrer dans les détails techniques, mais vous savez, on a relevé chaque mois maintenant ce qu'on appelle le taux de l'usure, c'est-à-dire le taux plafond. On a stabilisé le taux du livret A, on a assoupli. Il n'y a plus de raison. En gros, ce que vous dites, il n'y a plus de raison que les banques refusent. D'ailleurs, c'est ce qu'elles disent, c'est qu'elles continuent à faire du crédit immobilier. Alors, je crois qu'il y a un petit malentendu, parce que c'est vrai, et je le vois aussi par des personnes que je rencontre, c'est vrai que les Français ont l'impression que les banques ne font plus crédit. Ça n'est pas le cas, et nous serons très attentifs à ce que cette offre de crédit continue. Si toutefois ça devenait le cas, vous seriez là pour dire aux banques non, allez-y, quoi. Bon, on a un dialogue, mais je le dis à ceux qui nous écoutent, allez demander du crédit immobilier à vos banques, elles sont en position de le faire. Je crois qu'elles souhaitent le faire dans l'ensemble. En tout cas, vous ne dites pas à ceux qui nous écoutent, attendez. Alors, une fois, chacun réalise son projet immobilier quand il souhaite, et ça dépend des situations de vie, ça dépend de l'évolution des prix. Mais je dis en tout cas, il n'y a pas de raison d'attendre à cause du crédit. Le crédit est disponible. Il est plus cher qu'avant, nous l'avons dit, mais il n'est pas plus rare. Alors, vous l'avez dit, les taux, ils sont entre 4 et 5% aujourd'hui. Vont-ils rester à ce niveau ou est-ce qu'ils vont baisser ? Alors, nous déterminons les taux de la Banque Centrale Européenne, et comme je le disais tout à l'heure, nous avons pris une décision la semaine dernière de les porter à 4%.
Vu d'aujourd'hui, nous pensons que c'est un bon niveau et que maintenant... Alors, je vous dis, sauf surprise, on est pragmatique, on regarde l'évolution de l'inflation, mais que... Sauf développement nouveau, il est plus important maintenant d'être patient, d'être tenace, c'est-à-dire on est sur la bonne dose, si vous voulez, mais il faut prendre le médicament suffisamment longtemps. Et nous allons voir cette décélération de l'inflation, comment elle se produit. Mais ça veut dire qu'il n'y aurait pas de décélération des taux. Ça veut dire que vous imaginez un 4-5% qui soit un plateau auquel on reste là pendant plusieurs mois, voire même peut-être plusieurs années. C'est un plateau, mais je ne me prononce pas sur la durée du plateau parce que, vous savez, nous, on est très pragmatiques. Nous regardons l'évolution de la maladie, c'est l'inflation. Il y a des premiers signes encourageants, mais au fur et à mesure que la maladie va diminuer et un jour disparaître, c'est-à-dire qu'on reviendra vers 2%, eh ben on sortira du remède et donc, à ce moment-là, de ce plateau. Redescendre. À ce moment-là, les taux de la BCE pourront redescendre. On n'en est pas là aujourd'hui. Je crois que c'est important d'être patient, un peu dans la durée. Si vous me permettez une remarque générale, on vit dans un monde très incertain, avec plein d'actualités, de surprises tous les matins. D'être tenace, persévérant dans les politiques économiques, de donner un cap, ce que nous avons fait la semaine dernière, en disant qu'on pensait, vu d'aujourd'hui, que le 4% c'était un bon niveau. Je crois que ça aide tout le monde à avoir des repères dans ce monde incertain. François Villeroy de Galhau, vous avez évoqué la question des salaires. Voilà une bonne nouvelle dans vos prévisions. Vous imaginez une année prochaine où les salaires augmentent plus fort que l'inflation. Oui, alors c'est pas que les salaires nominaux augmentent plus vite, c'est que l'inflation diminue. Donc effectivement, les courbes vont se croiser. Pour vous donner des ordres de grandeur, alors c'est des moyennes, parce que les salaires, ça dépend évidemment beaucoup des entreprises, des secteurs, etc. Mais nous attendons l'année prochaine une augmentation des salaires en moyenne qui serait autour de 4%. Et une inflation qui serait ramenée autour de 2,5%. Donc vous voyez des salaires qui augmentent en moyenne plus que l'inflation. Et au passage, je crois que c'est plutôt un bon signe qu'on a échappé à un autre danger, si vous vous souvenez, dont on parlait beaucoup, qui était la spirale prix-salaire. Qu'est-ce que c'est la spirale prix-salaire ? C'est les prix augmentent, les salaires augmentent en réaction. Comme les entreprises voient leurs coûts augmenter, c'est une des ça raisons pour réaccélère. lesquelles vous refusiez ce que certains, notamment à la France Insoumise, proposaient, qui était une indexation des salaires sur les prix. Voilà, alors il y a en France un salaire très important qui est indexé, c'est le SMIC. Et je crois que c'est une bonne nouvelle sur le plan de la justice sociale. C'est une bonne chose. Il y a certains pays où ça n'existe pas. Mais les autres, la majorité des salaires, c'est négocié au niveau de l'entreprise, dans le dialogue social. Et c'est une bonne chose comme ça. Donc, pas de spirale prix-salaire. Mais par contre, du coup, l'inflation a pu décélérer. Et puis, grâce aussi à notre politique de taux d'intérêt. Et des salaires en 2024 qui vont progresser plus que l'inflation. Il y a un truc, alors je ne suis pas économiste, mais il y a un truc que j'ai du mal à comprendre, c'est que vous nous dites que les salaires vont finalement plutôt augmenter, mais que pourtant le chômage va remonter. Moi, il me semblait que les salaires augmentaient parce que précisément le chômage descendant, le salarié devenait quelqu'un qui était plus en position de force dans le rapport de force. Vos prévisions sur le chômage ne sont pas celles du gouvernement qui espérait, imaginait, mettait en tout cas comme perspective un plein emploi. Non, on ne va pas avoir le plein emploi, on va même légèrement avoir un chômage qui remonte. Là aussi, Apolline de Malherbe, il faut peut-être allonger un peu la durée, si vous me permettez. Dézoomer. Dézoomons ensemble. D'abord, jusqu'à présent, sur l'emploi et le chômage, il faut reconnaître honnêtement que nous nous étions trompés, qu'on a eu des surprises dans le bon sens. D'habitude, quand l'économie ralentit, et l'économie ralentit depuis le choc Ukraine, c'est une mauvaise nouvelle. On ne peut pas enlever cette mauvaise nouvelle. À ce moment-là, le chômage monte. Or, en 2023, l'économie a ralenti, et malgré ça, l'économie française a créé plus de 300 000 emplois, qui est un très bon cru. Et le chômage est tombé à un peu plus de 7%, 7,2%. 7,2% cette année. Ce qui est, là, il faut quand même saluer ça, c'est un succès collectif de nous tous Français. Mais vos chiffres, c'est 7,2 cette année, oui, je vais en parler. 7,5 en 2024 et 7,8 en 2025. Je vous promets, je vais dézoomer. Mais je m'arrête sur 2023. C'est le taux le plus bas de chômage depuis 40 ans. On n'avait pas vu ça. Donc ça, c'est quand même un beau succès collectif. Alors c'est vrai, il y a un petit contre-coup sur les 2 années qui viennent parce que le ralentissement continue. Et là, je vous ai dit plus 300 000 emplois cette année. On prévoit moins 60 000 emplois l'année prochaine. Donc vous voyez, on perd un peu de la bonne surprise de 2023, mais juste un peu. Et le taux de chômage devrait remonter entre 7 et 8. C'est vrai que ça va dans le mauvais sens. Il faut comparer ça quand même. Alors là, je vais prendre la durée longue. Le dernier ralentissement qu'on avait connu, c'était il y a 10 ans. Après la crise financière, 2011-2012. À l'époque, le taux de chômage, souvenez-vous, c'était plus de 10%.
Donc être entre 7 et 8, bien sûr, on préférerait que le chômage n'augmente pas, mais c'est plutôt un bon résultat. Alors, je continue à dézoomer. Allez-y. Et là, je me mets dans le long terme. Vous avez parlé du plein emploi. Je crois que ça doit rester le cap. C'est redevenu un objectif réaliste. C'est quoi le plein emploi en France? C'est probablement un chômage autour de 5%. Plusieurs de nos voisins... Mais réaliste, du coup, au-delà de l'année 2025. Mais compte tenu du ralentissement, ça va prendre quelques années. Mais je crois qu'il faut qu'on garde cette perspective. Et souvenez-vous, il y a 5 ans, quand on aurait parlé du plein emploi, personne ne l'aurait cru. C'est aujourd'hui un objectif réaliste à moyen terme. Vous aurez le temps de revenir d'ici là. François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France. Merci de nous avoir donné toutes ces perspectives ce matin, 8h52 sur RMC BFM TV.